Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Alan Bloom, l'âme des armées, la décadence des universités. C'est parti, générique. En 1987 a été publié un ouvrage majeur qui a eu un impact énorme. Il s'agit de The Closing of the American Mind. Décidément, pour l'accent anglais, c'est pas pour demain sur la chaîne. Il a été rédigé par Alan Bloom, un professeur d'université et philosophe américain. Ce dernier a eu un parcours universitaire exemplaire. Il fut l'élève de Léo Strauss, mais aussi de Raymond Aron, car il a fait une partie de ses études en France à Normal Sup. Il a ensuite enchaîné avec une carrière d'universitaire aussi bien dans l'université de Chicago, de Toronto que de Yale. Malheureusement, il est mort en 1992 à l'âge de 62 ans à cause de la maladie du sida. La grande force d'Alan Bloom, c'est d'avoir été visionnaire sur certaines problématiques qui impactent encore la société américaine. La décadence des universités, la baisse drastique du niveau des étudiants, le manque d'intérêt des jeunes Américains pour des grands ouvrages issus de la culture occidentale, mais surtout il a vu venir deux problématiques majeures qui planaient sur l'université. D'une part, le relativisme et d'autre part, le politiquement correct et les balbutiements du wokisme sans le nommer. Alan Bloom, c'est une référence aux États-Unis, il est très connu chez les conservateurs, mais c'est pas le cas en France. Dieu merci, la maison d'édition Les Belles Lettres a décidé de publier l'ouvrage, de le traduire, et en France, c'est L'âme des armées. C'est un ouvrage majeur avec beaucoup d'idées qui sont développées et malheureusement dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir tout développer. De ce fait, je t'invite vraiment à lire L'âme des armées. Tu vas te régaler, fais-moi confiance. Mais dans cette vidéo, je vais quand même aborder certaines grandes idées remarquables qu'il y a à l'intérieur du dit livre. Dans l'ouvrage, il y a plusieurs parties, une introduction, la première partie qui est consacrée aux étudiants, la deuxième qui se focalise sur comment le nihilisme s'est inoculé dans la société américaine, et enfin la troisième partie qui se consacre aux universités, leur rôle, leurs failles, mais aussi comment on peut sauver ces dernières, parce que c'est bien le but de l'ouvrage. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Dans l'introduction, Alan Bloom y rappelle un état de fait, c'est que les jeunes étudiants américains, avant même de s'inscrire à la fac, ils partent avec deux a priori. Le premier, c'est que tout est relatif pour eux. Ils ont embrassé le relativisme. Rien ne compte vraiment, il n'y a pas de vérité absolue, tout émane de construction historique, sociale, etc. La notion de bien et de mal, c'est flou, et surtout, il n'y a pas de hiérarchie, puisque même ce que dit le professeur peut bien être critiqué, vu que tout est relatif. En plus de croire au relativisme, ils viennent avec un autre a priori, c'est le fait que la valeur suprême de l'université, c'est l'égalité. Tout se vaut. Il vaut mieux étudier d'autres cultures que la nôtre, puisque la nôtre est forcément mauvaise et qu'on a honte de cette dernière. Ça, c'est vraiment les deux idées des étudiants américains avant même d'aller à l'université. Pour Alan Bloom, le problème, c'est que ces jeunes Américains, ils ont tendance à penser qu'ils ont plus de droits que de devoirs. Ils sortent complètement de la rhétorique de la célèbre citation de Kennedy, qui est la suivante. « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Non, les jeunes Américains, eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est pouvoir jouir de droits sans avoir des devoirs. Il y a eu une hyper-extension des libertés individuelles. Or, comme l'explique Alan Bloom, nos démocraties, elles se basent sur cette dualité parfaite entre le fait qu'on a des droits, on peut jouir de ces droits, mais pour avoir ces droits, il faut avoir aussi des devoirs. Or, pas du tout. Maintenant, ce qui compte, c'est juste avoir des droits et on ne veut rien faire à côté. Sauf que ça viole le contrat social qui est à la base même de notre société. Dans la partie 1 sur les étudiants, Alan Bloom affirme que déjà il y a eu un âge d'or de l'université américaine. C'était entre 1950 et 1960. Mais à partir de 1960, il y a eu le début de la politique dans les universités. Il y a eu des idées politiques qui se sont inoculées dans les différentes universités et dans les cours. Mais même avant ça, Alan Bloom pouvait que constater qu'il y avait un écart
majeur entre le niveau des élèves américains et le niveau des élèves européens. Il a étudié à Paris et il a vu à quel point les élèves français, allemands ou bien anglais avaient un bagage culturel très important. Ils connaissaient leurs auteurs et surtout ils connaissaient des auteurs de nationalités différentes, aussi bien italiens qu'anglophones, qu'allemands, que français, etc. De ce fait, le bagage culturel des élèves de la vieille Europe était beaucoup plus important que les Américains. Et ça a toujours été le cas. Mais qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, pour Alan Bloom, il y a deux facteurs. Premièrement, les États-Unis est un pays sans livres, comme il dit. C'est une idée que développait aussi Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire que les États-Unis se sont développés économiquement, industriellement, mais n'ont pas eu le temps de se constituer une véritable culture. Ils sont passés directement, en fait, de la première puissance, sans passer par une véritable civilisation. Ce manque de connaissances, eh bien, a entraîné une carence qui est omniprésente. Les Américains ne connaissent pas les grands auteurs de la civilisation occidentale. Ils ne connaissent pas non plus la philosophie antique dans leur grande majorité. Et ça, c'est un problème. Alors qu'en Europe, n'importe qui connaît un minimum certaines références sans même les avoir lues. Donc les États-Unis, c'est une nation sans livres. Ils n'ont pas ce bagage culturel-là, ce qui fait qu'il y a une carence originelle. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que à partir de l'après-guerre, il y a eu une désacralisation des structures de domination, notamment de la famille, de l'Église et de l'État. Ça, c'est déjà ce que dit Christopher Lasch dans La culture du narcissisme. Et pour Alan Bloom, ce qui a été le plus désacralisé, c'est la famille nucléaire traditionnelle. Pourquoi? Parce que les parents dans cette famille-là, après-guerre, ils se sont repliés sur le travail et non plus le foyer. Les femmes ont commencé à travailler et les enfants ont été délaissés. C'est là aussi qu'il y a eu des taux de divorce impressionnants. Ce qui fait que les parents ont été absents dans le rôle d'éducation. Ils mettaient les enfants devant la télé, devant des dessins animés, ou quand il fallait les sortir, c'était seulement du ludique. Il n'y avait pas de visite de musée, ils n'allaient pas voir des films intellectuels et surtout, ils ne leur achetaient pas de livres. Ainsi, la famille n'a pas essayé de combler cette lacune originelle qu'il y avait déjà dans le système américain au niveau de l'intérêt et du bagage culturel. Il y avait cette carence familiale. Et en plus du fait que la structure de domination familiale s'est cassée la gueule, il y en a une autre, c'est celle de l'Église et du christianisme, que ce soit le catholicisme ou le protestantisme, qui a connu depuis quelques années un certain recul. Or, pour Alan Bloom, la nature a horreur du vide et le jeune américain qui n'avait plus de dogme, qui n'avait plus de croyances, a embrassé la religion du progrès. Le jeune étudiant américain, avant même de rentrer à l'université, il a une carence déjà de base culturelle. Il est intéressé par rien, il veut juste jouir et tout ce qui compte, c'est de se montrer vertueux en avançant des idées politiques. C'est un narcisse, comme dirait Christopher Lasch. Le problème pour Alan Bloom, c'est que ces étudiants, ils ont tellement une carence élevée que même quand on leur fait lire du Shakespeare, etc., ils ne comprennent rien. Alors, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Le jeune, il a une carence, il a donc peu de savoir, il ne comprend pas les textes les plus importants de la civilisation occidentale, et il n'a pas envie de les comprendre vu qu'il ne les comprend pas, et il les rejette. Il y a un passage qui est plutôt drôle dans L'âme des armées où Alan Bloom il rejette la faute sur les maisons de disques et sur MTV. MTV c'est une chaîne avec des clips etc. Qui montrent différents types de musique. Mais à l'époque la musique qui était vraiment la première écoutée par les jeunes c'était le rock. Et ça agace Alan Bloom avec des figures comme Mick Jagger etc. Parce que pour lui, le rock, ça véhicule des idées mauvaises, notamment la prise de stupéfiants et le libéralisme au niveau sexuel, l'hédonisme, la révolution sexuelle en somme. C'est-à-dire que le rock a provoqué un changement anthropologique dans la société, notamment au niveau de la jeunesse. Et ça, Alan Bloom, il est très en colère parce qu'il est de l'école de Nietzsche ou de Platon, qui partent eux du principe que on est ce qu'on écoute et que forcément certains styles musicaux vont nous faire élever notre âme. Parce que pour Alan Bloom, c'est autant important de lire les grands textes de la civilisation occidentale que d'écouter la musique classique. Alors bien sûr, c'est critiquable, d'autant plus que quand on voit l'état de la musique aujourd'hui, on se rend compte que le rock c'est un moindre mal, mais Alan Bloom était particulièrement inquiet de la popularité du rock chez la jeunesse. Autre problème qu'il y avait dans les universités, l'arrivée du néo-féminisme, avec des jeunes femmes qui ne voulaient pas étudier certains grands auteurs ou certains textes, comme Roméo et Juliette
ou Madame Bovary parce que c'était le patriarcat et que ça donnait une mauvaise image de la femme. Pour Alan Bloom, les néo-féministes ont détruit les relations hommes-femmes et n'ont fait que diviser. En fait, il y a eu une atomisation, il y a eu de plus en plus de groupes dans les facultés, alors que pourtant, quand on est un étudiant américain et qu'on va étudier, le but c'est de se regrouper tous autour de la notion de savoir, de la recherche, de la vérité. Or là, c'était pas le cas, c'était les revendications de tel ou tel groupe. On arrive à la partie 2 de l'ouvrage, qui est la plus conséquente et qui pourrait même faire l'objet d'un livre à part entière, c'est l'inoculation du nihilisme dans la société américaine. Alors avant toute chose, il convient de reparler à la fois du relativisme et du nihilisme. Le relativisme, comme je vous ai dit, c'est cette idée qu'il n'y a rien de sacré, qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout peut être critiqué, qu'il n'y a pas de vérité transcendantale, que la notion de bien et de mal, c'est par exemple de la construction morale qui est issue de la religion ou bien même de l'histoire, et que tout ça peut être déconstruit, en somme. Et se rajoute à ça le nihilisme, c'est-à-dire cette idée que rien ne compte vraiment, rien n'a de sens, rien n'a de valeur. Tout vaut tout. Alors ça, comment c'est arrivé dans la société américaine? C'est pas venu du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit, non. Pour Alan Bloom, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre d'intellectuels et d'universitaires qui venaient d'Allemagne, qui se sont installés aux États-Unis pour fuir la guerre. C'était premièrement des universitaires et des intellectuels orientés à gauche. Et ils sont venus avec un certain nombre d'auteurs qui étaient assez méconnus aux États-Unis. On peut citer Nietzsche, Freud, Max Weber, Heidegger ou bien même Kant. La plupart de ces auteurs se sont déjà questionnés sur le relativisme. Mais le problème, c'est que ces professeurs qui étaient orientés politiquement ont transformé, ont corrompu certains textes de ces auteurs. Alan Bloom explique que Nietzsche, par exemple, a été récupéré par la gauche américaine quand Freud était un petit peu plus décrié. Et notamment la fameuse phrase « Dieu est mort ». Pourquoi? Parce que ces professeurs, ils disaient que le fameux Dieu est mort de Nietzsche, eh bien, c'était la volonté de détruire la religion, que c'était bien, que l'humain allait pouvoir ressortir de tout ça, qu'il allait pouvoir être libre et dire tout ce qu'il voulait, parce qu'on avait fait sauter certains verrous. Or, pour Alan Bloom, quand Nietzsche dit « Dieu est mort », c'est un avertissement qu'il lance à la vieille Europe en lui disant que la disparition de certaines valeurs en lien avec la religion, ça allait créer du relativisme, qu'il allait y avoir un renversement des valeurs, qu'il y allait y avoir une redéfinition de certains mots et qu'on allait vers des problèmes et qu'on allait vers le nihilisme, vers la détestation de soi-même et que c'était particulièrement dangereux. Parce que même si Nietzsche était très critique du christianisme, il n'en demeure pas moins que le christianisme avait un bagage de valeurs qui là ont pu sauter parce qu'il y avait cet athéisme qui commençait à venir à cause du rationalisme scientifique. Ces professeurs orientés ont inoculé le relativisme et le nihilisme dans la société américaine via les universités en utilisant des auteurs qui ont été corrompus avec des textes qui ont été mal interprétés. Et ça, c'est particulièrement grave pour Alan Bloom parce que de base, en fait, ces textes-là, de ces grands auteurs, ils nous permettent justement de lutter contre les pièges du relativisme et du nihilisme en général, surtout Nietzsche. Ce qui fait qu'il y a eu un mélange parfait entre le nihilisme, le relativisme et l'individualisme qui avait dans la société américaine. Et ce qui est choquant pour Alan Bloom, c'est que tout ça repose sur un paradoxe, c'est que les États-Unis n'avaient pas besoin d'adhérer à cette vision du monde, puisque c'était les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la première puissance mondiale, mais ce qu'oublie Alan Bloom, c'est que les années 50, 60, 70, c'est aussi l'affaiblissement de la politique américaine, avec la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate, les mouvements de contre-culture, comme par exemple le mouvement hippie ou les Black Panthers, qui se sont développés, et forcément c'est une remise en question du modèle américain. Et ces universitaires ont très bien su utiliser les auteurs à leurs avantages. Le souci pour Alan Bloom, c'est que le relativisme, ça a créé ce basculement des valeurs, ça a redéfini certains mots. Tout valait tout en fait. Par exemple, le mot culture signifie ce que l'on a en commun, et là cette fois il y a eu une atomisation de la culture. Culture de rue, culture de gang, bref, la culture pouvait être juxtaposée à n'importe quoi. C'est pareil pour l'art, avec tout un tas de mouvements, de genres artistiques qui se sont développés et qui
estimait qu'en fait tout valait tout. La chapelle Sixtine, ça vaut un bidet dans un musée, c'est pareil. Le penseur de Rodin, ça vaut une banane contre un mur. C'est ça aussi le relativisme, tout vaut tout. En plus de ces idées-là, il y a celles de Rousseau qui ont eu beaucoup de succès. Rousseau estime que les individus ne sont pas mauvais par nature, mais que c'est la société qui va les corrompre. Or, Machiavel part du principe que c'est l'inverse et que l'homme est mauvais par nature et que c'est lui qui va parfois corrompre la société. Et ça a particulièrement plu. Pourquoi? Parce que c'est rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur le patriarcat, l'État ou Tartampion, peu importe, mais c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. On enlève l'idée d'autonomie et de responsabilité. Et ça, c'est particulièrement dangereux et c'est ce qui a nourri tous ces groupes politiques dans les facs qui pouvaient à chaque fois trouver un épouvantail. Alan Bloom soulève un paradoxe qui est extrêmement intéressant, c'est que la religion a permis de créer la démocratie libérale occidentale. Or, cette même démocratie, pour faire vivre le marché, a dû détruire la religion. C'est ce qu'explique Pasolini dans Les Écrits corsaires. Or, en faisant ça, eh bien, les démocraties se sont tirées une balle dans le pied. Elles ont détruit leur propre fondation. Et ça, pour Alan Bloom, c'est très problématique. Dans la troisième partie, Alan Bloom parle des universités. Il souligne que lorsqu'il était adolescent, il avait une image assez naïve des universités, où c'était le lieu de la recherche du savoir, de la vérité absolue, mais que dans les faits, c'était pas le cas. En vieillissant, il a mis un peu d'eau dans son vin, surtout à partir des années 60, avec le début des idées politiques dans les facultés. Mais il estime que c'est un idéal et qu'il faut tendre vers cet idéal-là. Le souci pour lui, c'est que les universités reposent sur un paradoxe. Elles doivent essayer de créer des individus libres, avec la pluralité d'opinion, la liberté d'expression, de pensée, mais avec cette idée de recherche de vérité. Mais en même temps, elles doivent créer les nouvelles générations d'individus des démocraties libérales occidentales. Or, le problème, c'est qu'il y a avant tout cette idée de masse, de créer une masse d'individus qui vont œuvrer pour ces démocraties. Donc c'est pas très logique en somme. On peut pas créer à la fois des individus libres qui peuvent dire absolument ce qu'ils veulent, mais aussi avoir cette forme d'uniformisation. Pour Bloom, à partir des années 60, il y a eu une réforme au niveau de l'éducation qui permettait aux étudiants de choisir leurs différents cours. C'était à la carte. Tu pouvais ultra te spécialiser dans certains domaines. Il y avait une hyper spécialisation. Or, il n'y avait plus de tronc commun avec l'étude des grands textes. Et Alan Bloom croit vraiment que l'une des façons de sauver l'université, c'est que les élèves doivent à tout prix réétudier certains textes, non pas corrompus comme l'ont fait certains professeurs, et surtout ce sont des textes qui sont à la base même de notre culture et de notre civilisation occidentale, notamment la philosophie antique, les grands auteurs qui soient français, allemands, italiens, anglais, surtout ceux qui théorisent des idées politiques comme Hobbes, Machiavel, Locke, etc. Et ça, ce n'est plus le cas parce que ça a été mis de côté. Et c'est très problématique parce que dans ces auteurs-là, on trouve des éléments pour contrer le nihilisme, le relativisme. Mais forcément, c'est très fort de la part de ceux qui voulaient justement faire venir ce type d'idée, d'avoir corrompu les auteurs pour justement faire avancer leurs pions, de les avoir corrompus ou d'avoir mis de côté certains auteurs. De plus, Alan Bloom rajoute qu'il y a eu à partir des années 60-70 de plus en plus de politique dans les facultés avec des élèves qui étaient de plus en plus revendicatifs, qui voulaient par exemple que certains cours ne soient pas abordés ou que certains auteurs soient oubliés, et l'administration a toujours plié face aux étudiants. Et ça, pour Alan Bloom, c'est très dangereux parce que c'est ce qui va provoquer le nivellement par le bas. À force de faire des concessions aux étudiants qui ne veulent pas travailler et qui ne veulent pas faire certains textes, etc., parce que ils ont des idées politiques, et bien plus personne ne les fait et le niveau ne cesse de dégringoler. C'est aussi à cette époque qu'il y a eu le début du déconstructivisme français avec la French Theory, et là ça a été la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Alan Bloom, il a été visionnaire, il a prédit plus ou moins la dérive qu'allait être Evergreen des décennies avant même que ça arrive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il écrit ça dans les années 80, la situation n'est pas aussi délétère que maintenant. Il n'y avait pas encore l'avènement du wokisme comme on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire qu'il ait réussi à se rendre compte de ces problèmes. Il essaye d'apporter des solutions, mais malheureusement, je crois que nous sommes allés tellement loin
que pour une génération, ça va être irréversible et que ces changements-là, on pourra les opérer seulement dans le long terme. Et c'est très grave parce que les universités, c'est ce qui est à la base même de nos sociétés. Leur rôle, c'est de former les générations futures. Et d'ailleurs, je crois fondamentalement que les auteurs qui disent que le wokisme ça n'existe pas et que c'est une invention de la droite pour faire oublier la lutte des classes, en réalité ces derniers savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que le wokisme existe, sauf que le wokisme c'est un cheval de Troie qui permet la destruction des démocraties libérales et capitalistes, et au fond c'est ce qu'ils veulent. De ce fait, il faut particulièrement se méfier de ces auteurs qui disent que eh bien, la cancel culture ou le wokisme, ça n'existe pas, puisque des hommes comme Alan Bloom ont démontré le contraire, et ça dès les années 80. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se retrouve à très vite pour des prochaines vidéos. C'était le Doc, ciao les barons.